Je réponds. Je vais donc commencer par répondre à l'ensemble des questions. Le lien entre les peuples sénégalais et nigériens, ils sont multiples. Et c'est une des justifications justement de cette recherche. En tout cas, si vous voulez, tant soit peu, connaître votre passé et renforcer le sentiment de cohésion nationale, vous serez bien amené un jour à nous relayer sur le terrain où nous nous situons aujourd'hui. C'est moi qui vous le dis. Et je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui libéré va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. Parce que, en dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils? Parce que la vérité sonne blanche. C'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadés que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Et ce sont justement les Blancs qui vont nous y aider. Et c'est parce que je savais cela que lorsque l'UNESCO m'a demandé de participer à la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, c'est voulu. J'ai dit que je serais bien incapable de parler la vérité sous prétexte que nous allons écrire un ouvrage de portée internationale. Moi, j'ai les idées que j'ai toujours développées et contre lesquelles vous ne pouvez pas opposer des arguments scientifiques dignes de ce nom. Vous pouvez opposer une conspiration du silence, aussi longtemps que les jeunes générations africaines resteront aliénées, jusqu'à ce qu'elles se récupèrent, jusqu'à ce qu'elles acquièrent la connaissance directe, parce que c'est par la connaissance directe, par l'égyptologie, que vous dépasserez ce stade de flottement, n'est-ce pas, et de somnambulisme. Alors, donc, j'ai dit que de deux choses l'une, ou bien on prépare une rencontre de niveau international. C'est ce que j'avais proposé. Réunir l'égyptologie internationale au niveau le plus élevé. Et surtout tous ceux qui sont opposés à mes thèses. J'ai dit que du côté africain, je n'aurais besoin que de deux Africains, parce que ce sont les seuls qui, à l'époque, qui travaillaient avec moi et qui accédaient aux faits égyptiens par la connaissance directe. C'est très dangereux la connaissance indirecte, parce que vous le voyez bien, vous n'arrivez pas à vous faire une opinion personnelle. Il vous faut passer par l'appui d'une autorité, et cette autorité vous refuse son appui pour des raisons idéologiques, et vous tournoyez. Donc, vous ne pourrez sortir du cercle vicieux que par la connaissance directe. Vous pétillez tous d'intelligence, mais il faudra accepter de fournir cet effort qui vous conduit à la connaissance directe, et nous en reparlerons. Alors, moi j'avais dit donc que je n'ai besoin que de deux Africains qui, avec moi, ont accédé à cette connaissance directe. Et donc, vous pourrez augmenter le volume de la délégation européenne et mondiale. Nous n'avons pas besoin d'être plus de 3.
Alors, convoquez donc tous les égyptologues que vous voudrez, les plus acharnés contre nos thèses. Nous en débattrons en toute sérénité. Je vous garantis le climat de sérénité des débats. Les débats ne seront pas limités, ils dureront aussi longtemps que nécessaire, en Égypte même, au Caire. Et à la suite de ces débats, on rédigera un document de portée mondiale, de portée internationale. Et suivant la teneur de ce document, on saura de quel côté penche la balance. Si les conclusions de ce document me permettent de continuer, de participer, je participerai alors à l'ouvrage et j'utiliserai mes idées intégralement. Dans le cas contraire, je serai le premier à vous faciliter la tâche en me récusant. Vous connaissez la suite. Le colloque du Caire a été tenu sur ma proposition. Toutes les égyptologies mondiales étaient représentées. J'avais dit aussi que nous, Africains, nous ne serions pas rapporteurs pour réaliser au maximum les conditions d'objectivité. Le rapporteur, c'était un professeur français qui était contre mes thèses aussi, vous le savez bien. Donc, qui était professeur à Paris 8. L'égyptologie française était représentée par le professeur Vercouteur, qui était l'ancien directeur des Antiquités de Nubie, qui était aussi le directeur de l'Institut d'archéologie orientale français du Caire, qui était le titulaire de la chaire d'égyptologie à Lille 3, etc. Était représenté aussi par le professeur Sonneron, qui l'avait remplacé à l'Institut français d'archéologie d'Égypte, et qui était sûrement le plus apte à nous suivre dans les discussions linguistiques, justement. Et vous avez les débats, les conclusions dans le domaine linguistique, justement, du professeur Sonneron, qui est mort maintenant. Vous aviez le professeur Leclan, qui est devenu académicien depuis et professeur au Collège de France. Vous aviez le professeur de Bono, qui était l'archéologue de la vallée du Nil. L'Amérique était représentée par Mme Gordon Chaté, le Canada par le professeur Chini, la Scandinavie par le professeur Serge Soderberg, qui était le directeur de toute la mission de toute la Scandinavie pour la sauvegarde des monuments de Nubie, etc., etc. Voilà, moi, et toute l'égyptologie égyptienne sur place aussi, au Caire et en Égypte, sont venus participer. Vous avez la liste des participants ici. Voilà le document qui est sorti de ces travaux. Oh, vous avez la page, voilà. Et voici, je vous lis une seule phrase de ce document. La très minutieuse préparation des communications. Est-ce que je voudrais même quelqu'un qui lise mieux que moi, un volontaire seulement, pour lire, voilà justement vous-même. Voilà. Vous allez lire juste cette façon. Cette phrase. C'est la conclusion générale. La très minutieuse préparation des communications. Non, lisez lentement pour que vos camarades entendent. Sinon, moi, je lis mieux que vous. La très minutieuse opération. Non, pas opération. Préparation des communications. Bon, attendez, je vais lire, parce que vous... Bon. Alors, je lis pour tout le monde. Voici la conclusion générale des débats du Caire. La très minutieuse préparation des communications des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les discussions. Cette phrase est très claire. Cela veut dire que contre toute attente, un déséquilibre s'est produit dans les débats en faveur de nos thèses et que les arguments que nous avons développés, la communauté scientifique qui s'est réunie là-bas n'a pas pu y opposer des arguments dignes de ce nom, bien que l'UNESCO ait pris toutes les dispositions à cet effet. Parce que j'avais insisté aussi pour qu'on prit toutes les dispositions pour que les participants ne puissent pas venir en disant nous n'avons pas eu le temps de nous préparer, on ne savait pas à quoi on s'attendait, etc., etc. Et c'est la raison pour laquelle on insiste ici sur le fait, quand on dit malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, l'UNESCO avait demandé à chacun de fourbir ses armes, de faire tout ce qu'il fallait pour que cette discussion fût concluante.
Et vous voyez, tout est de cette veine. Par conséquent, la vérité blanche que vous voulez, elle a sonné dans ce document. Mais vous ne lisez même pas, il faut prendre connaissance déjà de toute la littérature scientifique qui existe dans ce domaine. Nous avons provoqué une rencontre au niveau le plus élevé et les résultats sont palpables, les voilà. Ce que vous attendiez, vous l'avez sous les yeux, lisez-le demain. Mais même si on n'avait pas ceci, et c'est ça moi qui m'inquiète, parce qu'il vous aura fallu que nous ayons réduit à l'incompétence des théoriciens idéologues européens, qu'eux-mêmes l'avouent dans une certaine mesure, comme dans ce document, pour que vous puissiez vous faire une opinion.